Mon travail, en fait, consiste à essayer de comprendre quels sont les circuits qui sous-tendent le mouvement. Et je fais une recherche complètement fondamentale, c'est-à-dire que je m'intéresse vraiment à des problèmes essentiels, un peu de neurosciences, de comprendre comment sont organisés les circuits qui contrôlent le mouvement. Mais vous allez voir que par cette approche fondamentale, on en est arrivé à comprendre et à faire des liens avec des problèmes et des conditions en fait, qui nous touchent chez l'homme, assez inattendus. Et donc je vous montrerai, en résumant vraiment nos travaux, que, en particulier, on a compris que le sujet qu'on avait développé avait un lien avec la méningite, ce qui n'était pas du tout attendu, et puis aussi avec les courbures de la colonne vertébrale qui arrivent pendant l'adolescence, la scoliose, et puis qui arrivent avec l'âge, la kyphose, quand on se met à se courber comme ça. Et ça, c'était effectivement pas du tout anticipé. Et c'est un peu une illustration de comment est-ce que la recherche fondamentale, en fait, est utile pour finalement adresser des questions aussi translationnelles. Et c'est pas toujours en posant une question qui a un but final de guérir l'homme qu'on arrive uniquement, en tout cas, à le faire. Alors, un des grands problèmes de l'étude du mouvement, maintenant, si vous avez suivi les séries de conférences, je pense que vous êtes super bon sur l'origine du mouvement et comment capturer le mouvement, mais un des grands problèmes du mouvement, c'est qu'il est difficile à saisir. Et du coup, je vais vous montrer une petite vidéo qui illustre le travail d'un ami à nous qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Isaac Hu, qui vit à Taïwan. Et Isaac a beaucoup travaillé dans le Cirque du Soleil. Il est artiste de rue et il fait de la roue de cire qui a été développée au Canada. Où vous voyez, dans cette grande roue, il est capable en fait de se tenir et de se maintenir en équilibre tout en tournant sur lui-même. Je vais vous laisser un petit peu juste regarder la vidéo parce que c'est magnifique son travail. Sit back and chill.
Voilà. Il est fort, hein. Et il s'est fait entièrement tout seul en plus, c'est impressionnant. Donc du coup, comment est-ce que vous décririez son mouvement? Si vous avez besoin de raconter ce que vous avez vu quand vous revenez et vous voulez décrire son mouvement, comment est-ce que vous décririez son mouvement? Quelqu'un veut essayer? Il a un mouvement fluide. Mais si jamais vous voulez expliquer à quelqu'un comment est-ce qu'il a fait, ça serait très compliqué en fait de le faire. Et ça serait très compliqué parce que son corps bouge à la fois dans l'espace et dans le temps. Et du coup, il y a un Français en fait qui était physiologiste et fasciné par la physiologie du mouvement, qui a compris ce problème très tôt en fait. Et ce physiologiste, c'est Étienne Jules Marais. Et du coup, on le voit ici en fait avec son fusil à images. Il était fasciné par le mouvement et il a tout de suite compris qu'en fait, pour étudier le mouvement, il y avait un problème, c'est qu'il fallait à la fois décrire la position du corps dans le temps, et à son époque, avec la photographie uniquement, c'était pas possible. Et du coup, il a développé ce fusil à images qui permet de tirer 12 fois par seconde sans tuer. Et il a fait ces images magnifiques, je pense que vous devez connaître déjà, où en mettant des corps blancs sur fond noir et en prenant 12 images par seconde qu'on surimpose comme ça, on arrive à disséquer le mouvement. Et on arrive à voir la position du corps au cours du temps en prenant 12 images par seconde. Donc il a fait ça pour plein de mouvements. Et c'est ce qu'on voit ici. Et ça a été vraiment un pionnier pour réussir à comprendre comment disséquer les mouvements, en particulier chez l'homme. Et à partir de ces photos, il a fait pour garder une trace du mouvement qui soit quantifiable, il a fait des dessins en fait, où il reprenait les positions de la tête, vous voyez ici avec la croix, les positions des articulations, et puis il dessinait les membres. Et il a été vraiment un des pionniers qui a permis de mettre des chiffres en fait, sur le mouvement et de comprendre à quelle vitesse l'être humain avançait et comment est-ce qu'il évoluait dans son mouvement au cours du temps. Donc cette chronophotographie qu'il a développée a été à l'origine ensuite par les frères Lumière du cinéma, mais c'était au départ un scientifique qui avait vraiment une grande curiosité et qui voulait comprendre le mouvement. Et c'est grâce à lui que ça a commencé. Alors maintenant, si on essaie de revenir sur la biologie, quels sont les circuits du mouvement? Comment est-ce que le mouvement est contrôlé? Je vais profiter du fait qu'il y a deux petites filles à l'avant pour leur demander. À votre avis, le mouvement, qu'est-ce qui contrôle le mouvement dans notre corps? Il y a un micro ici. Qu'est-ce que vous pensez? Le cerveau. Ouais. Donc le cerveau, effectivement, est important pour décider qu'on va effectuer un mouvement. Et il y a d'autres moments où on bouge sans que le cerveau ait nécessairement voulu initier un mouvement. Est-ce que vous pouvez penser à un exemple de mouvement qui n'est pas initié par votre cerveau? Oui? Une chute alors passive, ça c'est vrai que c'est pas du tout initié par le cerveau. La respiration, en fait, elle est initiée par des circuits qui sont dans le tronc cérébral, donc ça fait quand même partie du cerveau. Mais il y a des mouvements actifs que vous ne contrôlez pas. Les mouvements réflexes. Donc, est-ce que vous avez un réflexe en tête, par exemple? Dites-moi. Ouais, le mouvement des cils. Il y a un réflexe qu'on peut vous faire quand vous allez à l'hôpital. Je ne sais pas si on vous l'a déjà fait. Le réflexe rotulien. On tape sur la rotule et puis on voit la jambe qui part. Donc ça, c'est une illustration du mouvement où typiquement, on n'a pas besoin en fait du cerveau. Et un patient lésé de la moelle épinière qui a du coup un problème de connexion entre le cerveau et la moelle épinière qui est dans la colonne vertébrale peut quand même faire ce réflexe et va faire beaucoup de réflexes en fait qui dépendent juste de nos circuits locaux dans la moelle épinière. Donc ici, on le voit. Donc le mouvement, il est pour la plupart du temps initié par le cerveau. Et puis après, les relais qui vont vraiment contrôler le mouvement sont le système de réseau de neurones qui est présent dans la moelle épinière elle-même et qui projette des nerfs moteurs au niveau des muscles à travers tout notre corps. Les réflexes, eux, ils sont assurés par des neurones sensoriels qui sont par exemple pour le réflexe rotulien, qui sont des neurones périphériques qui vont pouvoir détecter par exemple la contraction musculaire ou bien la tension sur un tendon et qui vont renvoyer l'information au niveau des nerfs sensitifs dans la moelle épinière.
Donc quand on a une lésion de la moelle épinière importante, on va avoir un problème de connexion et de communication entre le cerveau et la moelle épinière qui conduit chez l'homme à ne plus pouvoir se déplacer, quand c'est une lésion en particulier qui va être antérieure à la zone lombaire qui contrôle la marche. Donc j'ai des petits schémas ici qui vous montrent l'organisation de la moelle épinière. Donc vous voyez qu'une vertèbre qui constitue notre colonne vertébrale est apposée à un disque. La moelle épinière, elle est juste en arrière, donc elle est protégée par la colonne vertébrale, et c'est ce petit papillon que vous voyez ici. Ça a une forme de papillon chez les mammifères. Donc quand on regarde de plus près, on voit que la moelle épinière a des projections qui vont aller vers le cerveau. Elle reçoit des informations qui viennent du cerveau. C'est ce qui va lui permettre d'enclencher les mouvements locomoteurs volontaires. Et puis, elle reçoit des informations, on dit de la périphérie, parce que c'est des neurones qui ne sont pas dans le système nerveux central, donc comme la moelle épinière ou le cerveau. Et ces informations de la périphérie vont être à la fois des informations sensorielles, donc on a des nerfs sensitifs qui nous amènent les informations sur la contraction des muscles et puis la tension des tendons, et puis des informations motrices avec les nerfs moteurs, qui vont aller dans l'autre sens, qui vont projeter sur les muscles et permettre la contraction musculaire. Donc, en fonction des zones de lésion, il va y avoir différents types de conséquences pour un individu. Donc ici, en fait, vous voyez qu'au niveau de la colonne vertébrale, on a plusieurs vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires et sacrées. Les neurones qui vont vraiment être importants pour la locomotion et le contrôle des jambes sont présents au niveau lombaire. Donc si on a une lésion de la moelle épinière antérieure au niveau lombaire, c'est-à-dire au niveau cervical, thoracique, ou antérieur lombaire, à L1, L2, ben on va perdre le contrôle de la locomotion. On risque de le perdre. On va aussi perdre d'autres fonctions, en particulier la posture, et puis des fonctions associées aux fonctions végétatives, en particulier l'érection, la douleur, le fait de pouvoir uriner, etc. Ce sont des problèmes majeurs pour les patients lésés. Donc, juste pour illustrer un petit point ici, en fait, en tant que scientifique, on choisit souvent les décisions, enfin les directions qu'on veut prendre sur des aspects rationnels, mais aussi sur des aspects un peu émotionnels. Et moi, j'ai pris la direction de travailler sur le contrôle du mouvement, parce qu'en 2007, j'ai rencontré un patient lésé que je connaissais, qui avait 25 ans et qui avait un accident de voiture, et qui était tétraplégique depuis son accident, et qui n'avait aucun contrôle du mouvement. Et ce qui me semblait étonnant, c'est que les réseaux qui contrôlent la locomotion, en fait, sont encore intacts chez ces patients lésés. Et du coup, si on comprend comment ils sont organisés, on peut essayer de réactiver la locomotion. Et il y a un Français qui est en Suisse qui fait ça en fait de plus en plus et qui a commencé à le faire chez l'homme, qui est Grégoire Courtine. Donc j'aurais juste une diapo sur ce sujet, mais c'est un sujet qui est vraiment fascinant. Donc à partir de travaux qui avaient été faits chez le chat, où le chat récupère beaucoup de lésions de la moelle épinière, il avait été observé que si on stimule la moelle épinière au niveau épidural, donc au niveau en fait, de l'épidure qui est dorsale ici, si on met une électrode de stimulation, on peut réussir chez le chat à récupérer une plasticité au niveau des circuits médulaires et à retrouver de la locomotion. Et donc Grégoire Courtine, inspiré par ses travaux, a montré que c'était possible de le faire chez la souris et a utilisé en fait des stimulations de plus en plus intelligentes avec un contrôle et un apport pour soutenir le poids de la personne. Et ils ont, à la fin de l'année dernière, obtenu les premiers résultats montrant qu'on pouvait réussir à récupérer dans des cas d'hémilésions, pas des lésions totales, des fonctions locomotrices chez des patients qui avaient une moelle lésée. Donc alors, un des problèmes fondamentaux, c'est que dans certains patients, ils déclenchaient de la douleur. Et effectivement, les circuits de la douleur sont aussi dans la moelle épinière et ils sont au niveau dorsaux, donc proches des zones qu'on stimule. Et du coup, on a besoin de comprendre mais comment sont organisés les circuits de la moelle épinière pour réussir à finalement opérer et stimuler de manière intelligente. Donc c'est la question qui a motivé un peu nos travaux et qui nous a amené un peu à considérer les circuits qu'on connaissait et à chercher parmi les circuits qu'on ne connaissait pas. Donc on a parlé ensemble du réflexe rotulien
Et ce réflexe dessiné, en fait, l'anatomie de ce réflexe est dessinée ici. Donc quand on donne un petit coup, c'est le point 1, sur la rotule, en fait, on va activer des neurones sensoriels qui sont présents dans vos muscles et qui ont un corps dans la racine dorsale. C'est le petit neurone rouge que vous voyez en haut. Et ces neurones vont envoyer une information, quand ils sont stimulés par le coup sur la rotule, ils vont envoyer une information qui va être conduite par la racine dorsale au niveau de la moelle dorsale, ce que vous voyez ici avec ma flèche. Et après, ces petits neurones vont parler à deux types de neurones, le neurone vert et le neurone bleu, et ils vont donc moduler l'activité du neurone bleu en bas, qui est un motoneurone, et qui lui va permettre de contracter le muscle. Donc quand on déclenche la stimulation mécanique en 1, on active le neurone sensoriel qui va amener une information dans la moelle épinière et activer directement le motoneurone qui sort de la moelle épinière pour aller contracter le muscle. Et c'est pour ça que vous avez ce réflexe immédiat. Alors évidemment, ce réflexe, il n'est pas là pour répondre à une tapette sur la rotule. Il est présent en fait pour moduler votre locomotion en fonction de ce que vous rencontrez dans l'environnement. Et en particulier, si vous marchez sur une surface glissante, vous allez être obligé d'adapter votre locomotion, et c'est grâce à ces neurones sensoriels qui vont sentir des changements soit au niveau du muscle lui-même, soit au niveau du tendon, que vous allez ajuster votre locomotion en fonction de ce que vous rencontrez dans l'environnement. Et alors, pendant longtemps, les biologistes ont pensé, c'était en fait Sir Charles Sherrington qui avait identifié ces réflexes en premier, et pendant longtemps, les biologistes ont pensé que ces réflexes étaient peut-être à l'origine de la locomotion. C'est-à-dire que la locomotion pourrait être une série de réflexes où finalement on active un neurone sensoriel qui va activer un motoneurone, et puis comme ça on fait des boucles et on déclenche un motif locomoteur. Et ça a été un sujet de grand débat en fait pendant plusieurs dizaines d'années. Les gens étaient persuadés d'un côté que c'était effectivement des boucles sensorimotrices qui étaient à l'origine du mouvement. Et il y avait une hypothèse alternative qui est représentée ici, que la locomotion en fait venait plutôt d'oscillateurs à l'intérieur de la moelle épinière elle-même. Et environ au début des années 80, ce débat qui était très houleux a finalement conduit à la conclusion qu'en fait, c'était effectivement des oscillateurs à l'intérieur de la moelle épinière qui étaient responsables du mouvement. On ne les a pas encore identifiés chez l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de publication qui montre que chez l'homme, c'est comme ça, mais chez tous les autres vertébrés, c'est ce qui a été montré. Et la façon vraiment de le montrer, ça a été en utilisant cette préparation que vous voyez sur cette image, où on a en fait une moelle épinière qui a été disséquée. Donc c'est une préparation qu'on appelle locomotion fictive, parce que la moelle épinière est disséquée. Ça a été fait au début chez la lamproie, et puis après ça a été fait dans plein d'espèces, y compris chez les rongeurs, ce que vous voyez là. Et on dissèque la moelle épinière et on enregistre avec des électrodes, et on voit que l'activité est très similaire de ces neurones qui contrôlent les muscles, qui sont les motoneurones, est très similaire à ce qu'il y a dans la locomotion naturelle d'un animal qui est en train de se déplacer. Alors ici, en fait, on a un enregistrement des muscles qui a un électromyogramme, ce que vous voyez à gauche, où on voit en fait que sur un animal intact, on a une activité qu'on dit en bouffée, où vous voyez qu'il y a des bouffées de potentiel d'action dans ces motoneurones qui vont permettre la contraction musculaire, et qu'il y a une alternance entre gauche et droite, et une propagation en fait qui va de la tête vers la queue, c'est-à-dire d'antérieur à postérieur au niveau de la moelle épinière. Et ces circuits, en fait, c'est donc des oscillateurs qui génèrent des bouffées de potentiel d'action au niveau des motoneurones, et puis qui vont avoir une activité qui se propage sur plusieurs segments dans la moelle épinière. Donc on voit cette activité au niveau des muscles, qui traduisent l'activité des neurones qui les ont activés, les motoneurones. Et on les retrouve en fait dans la locomotion fictive quand on met la préparation dans un bain. Et en général, on a besoin de stimuler un petit peu la moelle épinière en rajoutant des drogues qui vont être soit du glutamate, soit de la sérotonine ou de la dopamine.
Il se trouve que les travaux actuels de Courtine pour réactiver la locomotion sur des patients lésés utilisent aussi ces astuces pharmacologiques parce qu'en plus de stimuler électriquement, ils ajoutent, donc pas du glutamate parce que c'est toxique pour le cerveau, mais ils ajoutent de la sérotonine et de la dopamine. Donc Stengriedler a été un des pionniers qui a mis en place cette préparation et après qui a disséqué les circuits de la locomotion en venant ensuite avec une électrode, une fois que la préparation ne bouge plus, puisque là on a une locomotion qui est fictive, il n'y a plus de mouvement, il y a juste la moelle épinière qui présente. Et on met des électrodes dans la moelle épinière et on enregistre les différents types de neurones. Et à partir de ces enregistrements, on vient avec une électrode, on perfore la membrane et on enregistre l'activité électrique des neurones. L'équipe de Stengriedler a mis en place que les oscillateurs qui généraient le rythme dans la moelle épinière devaient être constitués de 3 types de neurones. C'est représenté ici. Des neurones qui sont commissuraux, c'est-à-dire qui traversent la ligne médiane et ils permettent qu'il y ait une alternance de l'activité entre gauche et droite, ce qui est très important pour le mouvement. Des neurones excitateurs qui vont permettre d'avoir une excitation suffisante des motoneurones dans la moelle, et puis des motoneurones qui vont être la sortie motrice, qui vont contracter le muscle. Donc c'est un schéma très simple. Ça a été vraiment, ce travail-là date d'études pionnières dans les années 80, où ils ont enregistré pour la première fois 2 neurones en même temps dans la moelle épinière. Et depuis, il y a eu une petite révolution qui a touché toute la biologie, qui est d'une part l'optique, puisqu'il y a plein de méthodes optiques qui nous ont permis d'aller sonder les circuits neuronaux avec des approches entièrement optiques, donc en restant non invasifs. Et puis la génétique, puisqu'on peut aller cibler maintenant les neurones en fonction de leur expression de gènes spécifiques et aller du coup les regarder, suivre leur activité, et vous allez voir même aussi contrôler leur activité avec la lumière. Donc grâce à la génétique, en fait, il y a eu une petite révolution qui a changé un petit peu la vision du circuit. En fait, c'est un professeur qui s'appelle Tom Jessel à Columbia qui a mis en évidence que dans la moelle épinière de tous les vertébrés, il y avait une organisation qui était constamment conservée. Et c'était une organisation en fait sous forme de domaines progéniteurs. C'est tous ces P que vous voyez ici avec le P dorsal pour les dorsaux et puis les V pour les ventraux. Et ils ont mis en évidence que en fait, ces domaines progéniteurs allaient conduire à des classes de neurones spécifiques qui étaient au niveau dorsal sensoriel, des interneurones sensoriels qui collectent les informations des racines dorsales dans le contexte du réflexe, par exemple, dont je vous ai parlé. Et puis au niveau ventral, les domaines progéniteurs en jaune que vous voyez en bas sont des domaines progéniteurs qui vont conduire à différentes catégories de neurones qui vont permettre de générer les oscillations dont on a parlé. Et donc, chaque domaine progéniteur est caractérisé par ces petites bulles que vous voyez ici, qui ont des acronymes un petit peu barbares, qui sont en fait des facteurs de transcription qui vont spécifier le devenir des neurones. Donc, sans rentrer dans le détail, mais juste pour vous expliquer, par exemple, celui-là, V1, va conduire à l'expression d'un facteur de transcription qui s'appelle NGRAIL, qui va définir les neurones commissuraux dont on a parlé, qui sont inhibiteurs et qui vont être importants pour alterner gauche-droite. Le domaine V2 que vous voyez là, il est défini par un facteur de transcription qui s'appelle SHOX10, qui lui va être critique pour former les neurones excitateurs qui vont amener l'excitation suffisante pour générer des oscillations. Et puis il y a un domaine progéniteur que vous voyez en dessous, qui est le domaine PMN des motoneurones. Donc, avec cette organisation qui est conservée chez tous les vertébrés, donc ça a été démontré chez la souris, le poisson zèbre, le poulet, et toutes les espèces, vraiment, ça a été regardé, le xénope aussi, et bien, il y a une structure qui est toujours la même et qui explique du coup que les premiers animaux qui étaient présents sur la planète étaient aquatiques, et donc ils ont commencé à finalement développer la locomotion par une série d'ondulations sur leur corps, en recrutant les neurones des domaines progéniteurs jaunes que vous voyez ici. Et graduellement, avec les batraciens en particulier, les membres sont arrivés, la locomotion quadrupède a commencé à se développer à partir du système très simple de l'ondulation qui était générée qui était déjà présente chez les espèces aquatiques, type poisson. Alors, il y a une deuxième avancée qui a été la green fluorescent protein, cette protéine verte qui est donc excitée par la lumière bleue et qui émet de la lumière verte,
qui vient de la méduse. Et cette protéine, en fait, elle a permis de vraiment faire des études où on va cibler des neurones particuliers et aller regarder leur morphologie, comprendre comment est-ce qu'ils sont connectés à d'autres neurones. Et puis, on n'est pas resté uniquement vert, on a en fait diversifié les couleurs en faisant des mutations ponctuelles dans la GFP. On a pu la rendre jaune et rouge et lui faire en fait obtenir un spectre de couleurs immense. Donc ça a permis de voir les neurones pour la première fois dans des animaux vivants. Et ici, on fait par exemple de l'imagerie confocale pour aller voir un motoneurone donc chez une souris. Et on voit que le motoneurone a une arborisation très compliquée, c'est-à-dire qu'il a des antennes qui sont les dendrites, qui sont très très complexes, et puis il a l'axone qui va sortir de la moelle épinière pour aller regarder pour aller contracter les muscles. Une autre avancée a été faite par le groupe de Sylvia Harbour, qui est noté ici. Sylvia, qui est à Bâle en Suisse, a développé l'utilisation du virus rabies pour aller regarder comment les neurones étaient connectés au niveau de la moelle épinière. Et donc, dans cette expérience, par exemple, elle marque avec différentes couleurs les neurones qu'on appelle des interneurones, qui sont donc des neurones qui ne sortent pas de la moelle épinière comme les neurones moteurs pour aller contracter les muscles. Mais ces neurones qui font interneurones, ils vont communiquer entre deux neurones différents, ils sont intermédiaires. Et ces neurones prémoteurs, ils vont projeter sur les motoneurones. Et la grande surprise que Sylvia a observée et qu'on ne comprend toujours pas, en fait, c'est que chez les mammifères, les interneurones prémoteurs que vous voyez ici marqués avec deux couleurs par le virus rabies sont en fait présents dans toute la moelle épinière, y compris la moelle épinière dorsale, qui est sensorielle. Et donc, ça veut dire que les motoneurones intègrent des informations qui viennent d'origine très complexe pour moduler leur activité et l'activité des motoneurones. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi on utilise le poisson zèbre et ce qu'on peut réussir à faire chez le poisson zèbre qui serait très difficile à faire chez l'homme. Sinon, on utiliserait évidemment, on ferait un maximum d'expérience évidemment chez l'homme. Alors, la première chose, c'est que c'est un petit animal transparent. Pendant les phases initiales du développement, il est entièrement transparent. Donc ici, c'est un film de time-lapse où on prend une image toutes les minutes. Et vous voyez du coup depuis un œuf, qui est une cellule fertilisée, les cellules qui se divisent, et le phénomène de gastrulation qui a lieu, qui va conduire à la fin du film à un embryon. Donc le poisson zèbre a été identifié il y a déjà presque 30 ans. Et c'est vraiment pour cette propriété qu'il était transparent et du coup qu'on pouvait aller regarder le développement de l'animal sous un microscope de manière très aisée en le laissant même dans son chorion, dans le chorion que vous voyez ici. Là, vous avez le début de la formation de l'embryon. Vous avez les yeux qui vont être formés là. Et on voit les somites qui sont déjà formés. Ici, on est seulement à 18 heures de développement. Et on voit le début de la queue qui est formé là. Et l'animal commence à faire ses premiers mouvements à 18 heures de développement. Donc c'est des mouvements de contraction spontanée qui ressemblent en fait à ce qu'il y a aussi au niveau de l'embryon humain, mais ce n'est pas encore de la locomotion très sophistiquée. La grosse différence avec l'être humain, c'est que dans son cas à lui, il a un développement ultra rapide. Donc l'embryon se forme en un jour, c'est 24 heures que je vous ai montré là, et à 5 jours, il est capable de faire déjà de la locomotion assez sophistiquée. Donc ici, c'est le logiciel Zebrazome qu'on a développé avec mon premier doctorant qui s'appelle Olivier Mira. Et en fait, on a fait un petit système pour suivre la position du corps au cours du temps. Et ce qui est difficile avec cet animal-là, c'est qu'il se déplace très très vite. Donc par rapport à nous, en fait, il a des mouvements d'ondulation de la queue qui vont jusqu'à 100 Hz. Il a une accélération qui est rapportée à sa taille, en fait, qui pourrait être comparée à une Ferrari quand il démarre. Il va très très vite. Et en particulier quand il fait des réponses de fuite, si jamais un autre individu le touche ou si un prédateur essaye de le manger. Et du coup, il faut adapter, en fait, pour suivre son mouvement, il faut faire la même chose que ce que faisait Étienne Jules Marais, mais avec des caméras ultra rapides qui fonctionnent typiquement à 1 kHz, donc à 1000 images secondes. Donc on va plus vite que Étienne Jules Marais. Et après, à partir de ça, on peut suivre la position de la queue en fonction de la direction de la tête et quantifier le mouvement d'une manière très similaire à ce qui avait été fait au début du XXe siècle.
Alors, ça, c'est un comportement que l'animal fait à 5 jours, et je vais vous le remontrer. C'est le comportement en fait le plus sophistiqué de la larve de poisson zèbre au niveau locomoteur. Et je vais juste vous expliquer pourquoi est-ce que c'est critique pour lui. C'est que donc il se développe sous forme d'embryon en 24 heures. En 5 jours, il a pratiquement, donc tous les organes sont formés, et il a plus de réserve vitéline, ou pratiquement plus. Il va mourir en 10 jours si jamais il n'est pas capable de se nourrir. Et du coup, il développe dès 5 jours ce comportement de chasse, où là on l'a mis avec des petites paramécies, et il apprend à chasser les paramécies. Et pour ça, il utilise un tout petit peu son système olfactif, il utilise principalement son système visuel, où il va être capable de voir la paramécie, de s'aligner, et puis une fois qu'il est dans l'axe, de faire ce qu'on appelle une nage de capture, où il va nager plus vite, faire une convergence des yeux, c'est-à-dire qu'il louche, et ouvrir sa bouche pour attraper la proie. Alors il a tellement besoin de faire ça qu'on peut faire des expériences où on le met dans plein de paramécies. Et vous voyez comme c'est critique pour lui, parce qu'il va mourir à 10 jours si jamais il n'a pas mangé de paramécie. C'est un très bon modèle, en fait, où on peut étudier la façon dont l'animal capture les proies. Là, on a accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Et aussi comment est-ce que ça va changer son comportement de s'être nourri. Donc on s'intéresse à ça en ce moment dans l'équipe. Mais pendant qu'il est capable de faire ce comportement de capture de proie, son corps est pratiquement transparent, à part les 2 yeux que vous voyez qui sont noirs et opaques. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser la microscopie confocale pour rentrer de manière non invasive par un sectionnement optique à l'intérieur du cerveau. Et ici, c'est grâce à la technique qui avait été développée par Jeff Leishman à Harvard qui s'appelle le Brainbow, que en fait on marque les différents neurones avec des protéines fluorescentes de couleurs différentes et on arrive à voir et à reconnaître les mêmes cellules dans le cerveau de l'animal d'un animal à l'autre. Donc c'est très puissant parce qu'on n'a pas besoin de le disséquer et on peut le garder complètement intact et vivant et utiliser uniquement la microscopie avec cette fois-ci, dans l'exemple que vous voyez, un microscope confocal, donc avec des lasers visibles, et on peut aller exciter les différentes protéines fluorescentes qui vont caractériser les neurones que vous voyez ici. Donc par rapport à notre système nerveux à nous, il est beaucoup moins redondant et du coup on peut identifier les mêmes neurones d'un animal à l'autre, ce qui serait pratiquement impossible à faire chez nous. Et là, vous voyez en fait une image obtenue avec un microscope où le laser est maintenant infrarouge pour aller plus en profondeur. C'est un microscope à 2 photons qui permet d'avoir un sectionnement optique très bon sur une très grande profondeur. Et en faisant ça, en fait, on peut aller regarder effectivement tous les neurones qui sont ces petites cellules donc claires qui ont un centre, le noyau tout noir. Et on voit qu'elles sont extrêmement compactes à l'intérieur du cerveau de l'animal. Et on peut donc comme ça réussir à faire un peu l'équivalent de l'imagerie fonctionnelle que vous connaissez chez l'homme, mais avec la résolution d'une seule cellule. Donc on va pouvoir regarder l'activité de tous les neurones dans le cerveau et dans le tronc cérébral et la moelle épinière rostrale. Donc on a fait des expériences, ça c'est le travail de Claire Oldfield qu'on est en train de préparer. On a fait des expériences où on regarde en particulier comment est-ce que l'activité dans le cerveau change quand l'animal essaye de capturer sa petite proie en lui mettant juste une paramécie, vous voyez, devant, donc libre de nager devant lui. Et lui, il est incapable de bouger pour qu'on puisse l'enregistrer avec notre microscope, puisqu'on l'a mis dans un petit gel d'agar qui est transparent, que vous ne pouvez pas voir. Mais ce gel d'agar, on a découpé l'avant pour qu'on puisse suivre la position des yeux, et on a découpé l'arrière pour qu'on puisse suivre la position de la queue. Et dans ces conditions-là, vous voyez, on est capable de regarder l'activité dans le cerveau, en même temps qu'on suit les positions des yeux ici. Et quand l'animal va bouger sa queue, si ça lui arrive, on peut aussi suivre les mouvements locomoteurs. On a aussi développé des techniques en fait, depuis à peu près 10 ans pour aller transformer cet animal et faire des poissons zèbres génétiquement modifiés de manière à ce qu'ils expriment des protéines qui vont indiquer l'activité des neurones. Donc on va lire l'activité avec des méthodes optiques. Et donc en particulier, on a développé dans mon équipe, au début de l'équipe, une autre protéine qui avait été identifiée en même temps que la GFP chez la méduse,
qui s'appelle l'écorine. L'écorine est une protéine qui est présente chez la méduse et qui lui permet d'émettre spontanément de la lumière. Donc c'est de la bioluminescence, puisqu'on n'a pas besoin d'un laser pour exciter le chromophore. En fait, l'émission va se faire spontanément. Et l'écorine, spontanément, quand il y a du calcium dans la cellule, va émettre de la lumière bleue. Donc ce qu'on a fait, et ça avait été une méthode développée par Philippe Brûlé dans des cultures de cellules, c'est qu'on a utilisé la construction de Philippe Brûlé pour avoir l'écorine que vous voyez en bleu ici, couplée avec une protéine verte, la GFP. Et dès que du calcium rentre dans la cellule, quand un neurone fait des potentiels d'action, il y a une augmentation de calcium, il va y avoir une émission de photons bleus qui sont absorbés par la GFP qui va émettre du coup des photons verts. Et on va être capable de détecter spontanément des photons verts. Et donc on fait des expériences où on transforme les petites larves de poisson zèbre pour qu'elles aillent juste dans un neurone donné, un motoneurone ou bien un neurone prémoteur. Les neurones spécifiquement identifiés génétiquement vont exprimer l'écorine. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le cofacteur qui s'appelle la célanthérosine, qu'on met dans le bain. Et comme l'animal n'est pas uniquement transparent, mais il est aussi perméable, on a assez de cofacteurs qui rentrent dans le système nerveux pour pouvoir regarder des signaux. Ici, c'est ce que vous voyez. Pendant que l'animal va initier un mouvement, ici, on voit en bleu l'angle de la queue au cours du temps et on voit en vert le signal de bioluminescence qui nous montre l'activité des neurones. Donc ça a été par ces méthodes-là qu'on a réussi à lire en fait quels sont les neurones actifs et quand pendant le mouvement. On a développé une autre méthode il y a déjà 10 ans maintenant qui repose maintenant sur la lumière pour aller activer les neurones. Donc c'est pas lire l'activité, mais c'est manipuler l'activité des neurones pour comprendre leur fonction. Et il y a plusieurs techniques qu'on a développées, mais un des exemples qui est le plus utilisé que je décris ici, c'est la channel rhodopsine qui vient d'une algue Chlamydomonas. Et Chlamydomonas donc a elle-même fait de la phototaxie. Elle a en fait un moyen de détecter l'origine de la lumière et de nager vers la lumière. Et elle le fait grâce à 2 canaux qui s'appellent des channel rhodopsine, qui sont channel rhodopsine 1 et 2, qui sont représentés sur ce schéma. Et de manière générale, la plupart des animaux et des organismes qui sont présents dans l'océan, en fait, expriment des opsines. De la même manière que dans notre cerveau, et dans le cerveau de la plupart des vertébrés, il y a aussi des opsines qui sont sensibles à la lumière, dont on connaît très peu le rôle, en fait. On n'a pas que des opsines dans la rétine. Et ce qui a été aussi un grand sujet de débat, c'est que les opsines que nous avons dans les yeux sont des opsines qui sont capables de détecter des très très bas niveaux de lumière. Donc on a un phénomène d'amplification qui se fait par, si certains d'entre vous sont familiers, par des récepteurs couplés aux protéines G, qui sont des récepteurs qui vont amplifier énormément le signal et les voies de signalisation, de manière à être capable de détecter un photon et de l'amplifier. Et donc les opsines que les gens connaissaient et que les biochimistes connaissaient étaient vraiment des opsines qui ne fonctionnaient pas par l'ouverture de canaux dans la membrane, mais par des signaux d'amplification avec des récepteurs couplés aux protéines G. La différence avec ces opsines et cette channel rhodopsine, c'est que là, en fait, on a effectivement directement l'ouverture d'un canal dans la membrane. Donc quand la lumière bleue arrive sur la channel rhodopsine, normalement présente chez l'algue, on a du rétinal, qui est ici la petite molécule que vous voyez là, qui va changer de conformation au sein de la protéine et qui va permettre l'ouverture directe d'un canal dans la membrane. Quand le canal s'ouvre, il y a des cations qui peuvent rentrer dans la membrane et on a une activation de la cellule, on a une dépolarisation, c'est-à-dire que le potentiel de membrane augmente. Et ça a été un sujet de controverse énorme qui a valu à Peter Egeman, Ernst Bamberg et Ed Boyden d'avoir le Brain Prize il y a quelques années. Ça a été un sujet de controverse parce que personne ne pouvait enregistrer le canal et donc les chercheurs étaient constamment en train de polémiquer et à penser qu'il n'y avait pas vraiment un canal. Et finalement, ça a été possible de le faire. C'est un canal qui est tout petit, il n'y a pas une grosse conductance, mais il y a effectivement des cations qui passent directement. Et du coup, en voyant cette découverte par les laboratoires de Bamberg et de Egeman en Allemagne, les chercheurs Ed Boyden et Karl Desserot ont eu l'idée d'aller l'exprimer dans des neurones et d'activer les neurones dans des cultures.
Et c'était pendant que moi, je faisais mon postdoc avec Udi Isakov. Et nous, on a développé une méthode un peu différente qui en fait, est basée sur la chimie. On utilise des récepteurs qui vont répondre à des molécules qui sont intrinsèques à notre cerveau et on va les contrôler en développant des petits photoswitches qui miment les agonistes de ces récepteurs et qui vont se lier aux récepteurs pour activer et désactiver avec la lumière. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail un peu technique de cette méthode, mais elle est similaire à celle que je vous ai présentée pour sclérodopsine. Et avec cette méthode-là, on a pu activer des neurones dans la moelle épinière du poisson zèbre et comprendre quels neurones étaient capables de nous déclencher la locomotion, comme vous le voyez ici. Dès qu'on allume la lumière, on a le début d'un mouvement locomoteur de type spontané. Et alors maintenant, pour finir, je vais essayer de résumer en 3 points ce qu'on a découvert dans les quelques dernières années en utilisant ce modèle. Donc ce qu'on a découvert, en fait, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas du tout parlé, parce qu'on a parlé du fait que typiquement dans les livres, on voit la locomotion comme étant un phénomène qui repose sur les oscillateurs qui sont présents dans la moelle épinière, qui va être modulé par les informations sensorielles des réflexes dont on a parlé, qui sont périphériques, et puis qui va avoir besoin typiquement d'une initiation via une commande motrice qui vient du cerveau. Et nous, en fait, on a découvert une voie alternative de contrôle de la locomotion et de la posture qui est, en fait, ne repose ni sur une commande venant du cerveau, ni sur ses réflexes périphériques. En fait, on s'est intéressé au rôle du liquide céphalorachidien. Donc, je ne sais pas si on appelle aussi maintenant le liquide céphalorachidien le liquide cérébrospinal. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce qu'est le liquide cérébrospinal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du liquide cérébrospinal? Est-ce que vous avez déjà été à l'hôpital et on vous a fait une ponction lombaire? Oui. Quand on va faire une ponction lombaire, on prend effectivement ce liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien ou cérébrospinal, c'est un liquide qui baigne en fait tout votre système nerveux, qui est sécrété au niveau des choroïdes à l'intérieur des ventricules et qui va baigner en fait tout le cerveau en passant en particulier dans le ventricule et puis autour du cerveau et de la moelle épinière. Dans la moelle épinière en particulier, il passe au centre du petit papillon qui est la moelle épinière. Il y a un canal qu'on appelle le canal central et le liquide ici représenté en beige, marron, va vraiment couler à l'intérieur du canal central. Alors le liquide cérébrospinal est utilisé quand vous avez une ponction lombaire pour lire en fait quel est l'état de votre système nerveux. Est-ce que vous avez potentiellement une infection, une inflammation? Est-ce qu'il y a des marqueurs de pathologie qu'on pourrait détecter? Et de manière évidente, il a été compris que c'était en fait un coussin qui protégeait votre système nerveux. Donc quand vous avez un choc, vous n'avez pas abîmé, endommagé votre système nerveux parce qu'il baigne en fait dans le liquide cérébrospinal. Un peu de la même façon que l'embryon et le fœtus pendant la grossesse baignent dans le liquide amniotique, ce qui évite qu'il soit endommagé quand il y a un choc sur le ventre de la mère. Donc ça, c'était les fonctions qu'on connaissait du liquide cérébrospinal. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que depuis environ 10 ans, il y a des indications que ce liquide il est beaucoup plus riche que ce qu'on pensait. Et en particulier, il contient des informations qui vont moduler le développement du cerveau et de la colonne vertébrale. Et qu'il est capable de moduler aussi l'activité des neurones eux-mêmes. Et donc ces résultats ils sont très intéressants parce qu'ils nous disent que en fait, ce liquide qui baigne tout notre système nerveux, il n'est pas uniquement une réflexion passive de notre système nerveux, mais il est aussi en fait capable de moduler à la fois le développement du système nerveux et puis le développement d'organes périphériques, en particulier la colonne vertébrale, puisque si on bloque le flux du liquide céphalorachidien, on va déclencher des scolioses chez l'animal. Et alors, du coup, moi, quand j'ai démarré mon équipe à l'ICM, en fait, je me suis fascinée pour le travail de plusieurs anatomistes, dont je vais vous parler brièvement. Il y a Kolmer et Agdur, qui étaient 2 anatomistes qui ont décrit des petits neurones qui ressemblent aux cellules ciliées de l'oreille que vous avez dans l'oreille qui détectent les sons. Sauf qu'au lieu d'être dans l'oreille, ces neurones sont autour du canal central. C'est des petites cellules qu'on voit ici en noir. Et elles baignent directement avec une extension apicale qui ressemble aux cellules ciliées de l'oreille dans le liquide cérébrospinal. Et ces cellules sont très proches de la structure que vous voyez ici,
qui est la fibre de Reisner. Donc Kolmer et Agdur avaient publié en 1921 et 22 chacun de grands livres en allemand où en fait ils décrivent dans plus de 100 espèces, à chaque fois collectées dans des zoos où ils pouvaient en trouver dans des fermes, ces neurones qui contactent le liquide cérébrospinal. Et ils avaient proposé, juste basé sur l'anatomie, que ces cellules puissent être une troisième oreille dans la moelle épinière et qu'ils interagissent peut-être avec la fibre de Reisner qui a été découverte par Ernst Reisner en 1860 et qui est en fait un long polymère qui est formé au niveau du troisième ventricule dans l'organe supérieur commissural et qui va descendre et aller jusqu'au bout du canal central. Donc chez l'homme, il y a des indications de cette fibre uniquement au niveau embryonnaire. On essaye de voir en ce moment si on la trouve au niveau fœtal et chez le nouveau-né. Mais dans plein d'espèces où c'est plus facile de caractériser la fibre de Reisner, elle a été identifiée et effectivement, c'est un grand polymère qui est sécrété au niveau du troisième ventricule et détruit au niveau du codum de la fin de la moelle épinière. Donc nous, on utilise le poisson zèbre parce qu'on peut revisiter ces questions en utilisant la génétique pour aller cibler les cellules et les outils dont je vous ai parlé pour aller lire l'activité des cellules et manipuler leur activité et comprendre finalement à quoi elles servent. Donc ici, on a une petite larve de poisson zèbre qu'on a générée, donc c'est un animal transgénique, où toutes les petites cellules de Kolmer et Agdur ici sont marquées. Elles expriment en l'occurrence la fameuse channelrhodopsine de la méduse. Et on va pouvoir du coup comprendre à quoi elles servent. Donc en faisant ces expériences-là, on a pu comprendre qu'elles avaient une petite brosse qui était motile. En fait, vous voyez, il y a un petit cil qui bouge au niveau du canal central. Et elles sont très proches de la fibre de Reisner qu'on peut aussi marquer ici avec un anticorps pour faire un marquage d'anticorps de la fibre. Et on a pu manipuler la fibre génétiquement en créant des mutants avec la méthode de CRISPR-Cas qui a été développée par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier pour aller juste, de manière chirurgicale, juste enlever la fibre grâce à la génétique. Et en ciblant donc comme ça avec la génétique et l'optique, on a pu comprendre en fait que ces petites cellules identifiées par Kolmer et Agdur étaient effectivement mécanosensorielles et qu'elles allaient être capables de détecter les changements de courbure de la moelle épinière qui étaient associés à des changements de flux dans le canal central. Donc on a fait une expérience que je vais vous expliquer ici, où en fait on met la petite larve dans à nouveau un polymère d'agar, donc la tête est coincée. On va faire peur à la larve en faisant une stimulation acoustique, donc ce qui déclenche une réponse de fuite où elle va avoir la queue qui va battre très fort d'un côté. C'est ce que vous voyez ici. La queue se plie d'un côté, du côté opposé à la stimulation. C'est un réflexe qui est présent chez plein d'animaux. Et on va utiliser un microscope avec un laser infrarouge qu'on appelle les microscopes à 2 photons. On va regarder la position des cellules en même temps qu'on regarde l'activité des cellules par ce senseur qui détecte le calcium interne qui s'appelle GCAMP. Et en même temps, on suit la position de la queue. Et donc en faisant ça, on peut suivre, OK, est-ce que l'animal va faire effectivement le mouvement de queue et est-ce qu'il y a une activation des cellules. Et ce qu'on a vu, c'est qu'à chaque fois que l'animal faisait un mouvement qui conduisait à une courbure de la moelle épinière dans la queue, on avait une activation des cellules qui sont du côté de la contraction et pas des cellules qui sont du côté opposé. Donc on a une activation vraiment asymétrique, uniquement des cellules qui sont du côté où la contraction a lieu. Et plus d'expériences que je résume vraiment très vite ici ont permis de comprendre en fait. Donc dans l'expérience du haut, on met des billes à l'intérieur du ventricule, des petites billes fluorescentes, et on regarde leur mouvement. Et on a pu mettre en évidence qu'à chaque fois que l'animal fait une contraction, ce que vous voyez là, plutôt que d'avoir un mouvement brownien comme c'est le cas au repos, le flux du liquide cérébrospinal est vraiment augmenté. En fait, on a des vitesses qui sont décuplées à chaque fois que l'animal contracte ses muscles. Et pendant qu'il fait cette contraction et que le flux augmente à l'intérieur du petit canal, les cellules qui entourent le canal, elles vont être activées. C'est ce que vous voyez avec ce senseur d'activité qui vous montre la réponse des cellules quand l'animal bouge. Donc, d'une part, elles sont mécanosensorielles. Donc, en fait, Kolmer et Agdur avaient raison. Ils avaient bien deviné, à partir de l'anatomie, que ces neurones étaient effectivement des mécanosenseurs. Pas exactement une troisième oreille, parce qu'elle ne détecte pas le son dans la moelle épinière, mais elle détecte le changement de courbure
qui est associé à un changement de flux à l'intérieur du canal central. Alors, ce qui est intéressant ensuite, et c'est là où ça nous amène à avoir des conclusions qui sont plus pertinentes pour l'aspect translationnel, c'est qu'on a découvert que si on manipulait l'activité de ces cellules en utilisant donc ce que je vous ai montré, les opsines qui peuvent activer les neurones mais aussi les inhiber, ou bien si on utilise des méthodes génétiques pour aller tuer spécifiquement nos cellules en exprimant des enzymes qui vont détruire les cellules qui l'expriment, on peut regarder ce qui se passe chez un animal qui n'a plus ces cellules. Et par différentes méthodes pour conforter ce résultat, on a observé que quand un animal perd ses cellules, il nage plus lentement, mais aussi il perd le contrôle de la posture active. Donc il garde la même position au repos, il est capable de rester stable au repos, mais par contre quand il va nager, et ça demande peut-être un petit peu un certain entraînement pour le comprendre, mais vous voyez qu'ici, les deux yeux ne sont plus côte à côte, ils se chevauchent et en fait ça reflète le fait que l'animal est en train de rouler en fait sur lui-même. Il est plus capable de rester droit. Donc il est droit au repos, mais par contre quand il initie le mouvement, il perd l'équilibre en fait. Et il perd cette posture, ce contrôle de la posture active qui est lié au fait que quand le mouvement est initié, il peut facilement, s'il n'a pas ces cellules, ces mécanocepteurs, ne pas rééquilibrer et rester stable. En conséquence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en conséquence, si on regarde les animaux dans lesquels on a enlevé ces cellules par des méthodes génétiques, ou bien des mutants dans lesquels ces cellules ne répondent plus au flux, on observe deux types de conséquences. Dans un mutant où les cellules ne répondent plus au flux, on observe que la courbure de la colonne va être différente à l'âge adulte. Donc un animal, un poisson typiquement adulte, il a une colonne qui est toute droite, vous voyez, donc il n'y a pas de courbure. Et c'est différent du coup de chez l'homme qui se tient vertical. Mais vous voyez que chez l'animal mutant où ces cellules en fait ne répondent plus au flux, en fait il se passe un phénomène de syphose. On voit qu'il y a une courbure qui est exagérée au niveau rostral, qui ressemble fortement à ce qu'on voit aussi chez l'homme. C'est un phénomène qui est biaisé pour les mâles, de la même façon qu'on voit plutôt les hypersyphoses chez les hommes plutôt que chez les femmes, chez l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a différents moyens de manipuler la fonction de ces cellules, et en particulier de jouer sur le fait qu'elles sécrètent des peptides. Et ici, il y a un mutant qui est le récepteur des peptides que sécrètent ces petites cellules, qui développe une scoliose. Donc c'est une transformation cette fois-ci en 3D de la colonne. Ça arrive au niveau juvénile et c'est principalement sur les femelles zébrafiches qu'on va le voir. Et c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui existe évidemment chez l'homme, ça touche 1% de la population, la scoliose, et c'est aussi un phénomène qui est biaisé pour les femelles, enfin les femmes, où on a en fait 8 filles qui développent une scoliose idiopathique pour un garçon, donc on a un gros biais pour les femmes aussi chez l'homme. Donc aujourd'hui, mon équipe, une partie de l'équipe avec Yasmine Canto-Bellarif et Pierre-Luc Bardet, essaye vraiment de disséquer les mécanismes qui permettent d'expliquer et de comprendre comment est-ce qu'on aboutit à une syphose et comment est-ce qu'on aboutit à une scoliose à partir de dysfonctionnement des neurones à l'intérieur de la moelle épinière. Le troisième point qui est intéressant, c'est le travail de Andrew Prendergast dans mon équipe, c'est qu'on a compris que ces neurones sensoriels identifiés par Colmer et Agdur, et qui n'auraient vraiment pas pu deviner qu'il y avait un lien pour le coup avec la méningite, ils étaient en fait impliqués dans la détection de bactéries qui rentrent dans le liquide cérébrospinal, et ils avaient une action importante pour lutter contre les bactéries. Donc on a été faire des expériences avec Andy Prendergast à Amsterdam, tous les deux, où on a injecté la petite bactérie rouge qui s'appelle Streptococcus pneumoniae, qui est en fait la bactérie qui est la source principale de méningite adulte chez l'homme. Et on l'a injectée, vous voyez ici, dans le ventricule de la larve de poisson zèbre. Et comme la larve est transparente à nouveau, on peut imager la bactérie en rouge et on image l'activité des neurones de contact en vert. Donc on a fait des expériences où on enregistre l'activité de ces cellules pendant 5 minutes sur un poisson et on fait 24 poissons d'affilée et on reprend ça toutes les 2 heures et on fait cette expérience pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne dort pas pendant 24 heures et on fait en fait une imagerie des mêmes cellules au cours du temps pour suivre quelle est l'activité en fonction de l'infection. Et ce qu'on a vu, c'est que par rapport à des animaux contrôle où il n'y a pas de bactéries dans ce qu'on a injecté, et ben, en fait, on a une activité dans ces cellules qui change énormément quand on a injecté la bactérie.
Donc là, ici, c'est, vous voyez, 21 heures après l'injection. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup moins de petites fluctuations, il n'y a plus d'activité de base. Et par contre, certaines cellules, c'est typiquement 5% des cellules, font des énormes, on appelle ça transitoires calciques, des énormes bouffées d'activité qui se traduisent par une augmentation de l'amplitude et de la durée de l'activité du neurone. Et donc ça, c'est typiquement nécessaire, ces activités en bouffée, c'est typiquement nécessaire pour libérer des peptides. Et on a trouvé que ces cellules exprimaient beaucoup, beaucoup de peptides, certains impliqués, donc, comme je vous le disais, dans la scoliose. Donc on a fait des expériences où on a soit génétiquement tué ces cellules pendant l'infection, soit on a, je ne vais pas le montrer ici, bloqué la libération des peptides dans ces cellules. Et mon équipe actuellement avec Feng Quan essaye d'identifier les peptides qui sont impliqués dans ce phénomène en regardant des mutants qu'on a générés par engineering à nouveau avec CRISPR-Cas9. Et ce qu'on voit, c'est que quand on fait une ablation sélective de ces cellules, ou bien quand on les empêche de sécréter des peptides, on a le même phénomène qui est une diminution de la survie. Donc, avec ces cellules, on a la courbe orange, et quand on enlève les cellules, on a la courbe violette. Donc, on a diminué la survie des animaux suite à l'infection par la méningite. Donc, en conclusion, on a repris vraiment les pas de ces anatomistes dont je vous ai parlé, Colmer, Agdur et Reisner. Et la direction qu'on a trouvée, en fait, c'est que la locomotion et la posture sont évidemment induits dans la plupart des cas, et dans le cas du mouvement volontaire, par les informations qui viennent du cerveau, qu'on a une modulation qui se fait par les réflexes, on l'étudie aussi dans l'équipe, mais qu'il y a une troisième voie, en fait, qui est une voie interoceptive, c'est-à-dire qu'il y a une voie qui est complètement interne et qui est présente à l'intérieur même de la moelle épinière, où les gens pensaient qu'il n'y avait pas de cellules sensorielles. Et ben, on a trouvé des cellules sensorielles, elles sont en contact avec le liquide cérébrospinal. Je ne vous l'ai pas montré, mais elles sont vraiment couplées avec la fibre de Reisner pour permettre de détecter les changements de flux et de courbure de la moelle épinière. Et en fonction des changements d'état de l'individu, donc en particulier dans le cas d'une méningite où des bactéries vont pénétrer à l'intérieur du liquide cérébrospinal, on va avoir un changement de contenu qui active ces cellules qui vont moduler du coup plusieurs paramètres. Donc, je vous ai parlé de le fait qu'elle pouvait moduler la posture, elle change aussi la capacité d'exploration de l'animal. Elle modifie la formation de l'axe embryonnaire et la formation de l'organogénèse de la colonne vertébrale. Et finalement, elles sont impliquées dans l'immunité innée, puisque la libération de peptides par ces cellules va combattre la bactérie. On a montré pour le streptocoque, mais on a aussi fait des expériences sur l'hystéria, qui est le deuxième pathogène qui est important chez les enfants, chez l'homme. Donc on a vraiment réussi à développer une recherche qui nous permet de mettre en évidence des mécanismes qui seraient très compliqués à étudier chez l'homme. Et maintenant, notre objectif, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ces mécanismes qui sont identifiés chez une petite larve de poisson zèbre sont conservés ou pas, on va voir, chez les mammifères. Et du coup, on a engagé des projets pour aller tester sur différents mammifères. Donc c'est évidemment plus facile de le faire chez la souris, mais on regarde aussi chez l'homme, en particulier en faisant juste des mesures à ce stade de quelles sont les évidences pour ces neurones de contact chez l'homme et puis la présence de la fibre de Reisner après le stade embryonnaire. Et on fait ça grâce à des collaborations, en particulier au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc je vais finir par juste remercier les petites larves de poissons zèbres. Vous avez une image ici où vous voyez que, à nouveau, la transparence de cet animal nous permet vraiment de réussir à sonder les réseaux neuronaux qui contrôlent la locomotion et le mouvement d'une manière qui serait très difficile à faire chez l'homme et dans d'autres modèles animaux. Et puis, je vais remercier les gens qui ont fait tout le travail qui sont présentés sur cette image à droite. Donc on a Andy Prendergast, qui est le postdoc qui a fait toutes les expériences sur la méningite. Vous avez juste à côté de lui Yasmine Canto-Bellarif qui a fait les études sur la fibre de Reisner, donc j'ai juste un tout petit peu mentionné. Et puis ici, il y a Feng Quan qui étudie le rôle des peptides, Julien Roussel qui est un des ingénieurs qui est vraiment fantastique dans notre équipe, et Olivier Touvenin qui étudie le flux, pour en nommer que quelques-uns. Et je vous remercie tous pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? On a une question là-bas.
Bonsoir et merci pour la conférence. J'aimerais savoir si par exemple on a un choc, si par exemple un choc crânien, est-ce que c'est possible qu'en fait le liquide Spinal. cérébro-spinal puisse sortir en fait de la moelle épinière? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui peut se passer en fait? Ouais, donc il y a des gros problèmes associés avec des dérégulations du liquide cérébrospinal. Donc il y a des problèmes si on en sécrète trop. Typiquement, si on en sécrète 150 millilitres par jour, si on en sécrète trop, on va avoir un hydroencéphale. Donc on doit pomper le liquide. Et à l'inverse, en fait, si jamais on a un choc crânien, il y a plusieurs problèmes qui sont évidemment présents. Mais les dérégulations du liquide cérébrospinal vont engendrer des céphalées, souvent typiquement. Donc on va avoir des grosses migraines qui ne sont pas encore très bien comprises. Et puis il y a des risques importants d'infection qui sont liés au fait que c'est un fluide qui peut du coup être très facilement contaminé comme la plupart des fluides qu'on a. Donc c'est un des gros problèmes associés avec des chocs crâniens typiquement. Mais les problèmes de régulation de la pression sont aussi assez peu compris en fait sur comment est-ce qu'on régule la pression du liquide cérébrospinal et dans ces cas de traumatisme c'est un vrai problème. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si la stimulation électrique, si elle était externe, pouvait avoir les mêmes résultats que la stimulation interne faite par Courtine. Ouais. Donc comme vous savez, les exercices de musculation externe, est-ce que cette machine-là pourrait marcher? Donc en fait, avant Courtine, il y a des médecins qui faisaient ça déjà avec une stimulation externe en fait où ils stimulent les muscles et ils font du locomotor training qui est en fait critique pour que ça marche en fait. Donc les patients sur lesquels ça a été testé et qui ont montré des bons résultats, c'est des patients sur lesquels il y avait aussi du locomotor training avec de la stimulation externe. Et en fait, en général, c'était des athlètes ils étaient en forme en fait souvent. Ouais, donc il y a les travaux de Suzanne Arcama par exemple qui ont montré ça avant en Courtine. Ouais, C'était sur les muscles, pas ouais. sur les neurones locomoteurs. Non, en fait, ils font plusieurs types de stimulation. Il y a la stimulation épidurale et il y a aussi un locomotor training avec une stimulation aussi des muscles. Mais c'est vrai que c'est principalement le travail de Edgerton, Suzanne Ackermann et Grégoire Courtine à ce Je viendrai stade. les noter. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous savez si au niveau mondial, il y a des recherches pour adapter les possibilités du poisson zèbre de se régénérer, parce que le poisson zèbre régénère sa moelle épinière, régénère son cerveau, je crois, les nageoires, etc., sur des souris, avec CRISPR-Cas9, en essayant de prendre des gènes du poisson zèbre. Est-ce qu'il y a des gens au niveau mondial qui font ça? Oui, non, c'est hyper intéressant. Donc, on n'a pas parlé, mais effectivement, le poisson zèbre a une grande capacité de régénération. Et ce qu'on voit dans ces études-là, il y a pas mal de gens qui le regardent, c'est qu'en fait, c'est processus développementaux qui se remettent en place. Donc, il y a une partie de la réponse à une lésion qui vont être de réactiver en fait les processus du début du développement pour permettre de réparer. Ce qui se passe chez les mammifères qu'il n'y a pas chez le poisson zèbre, c'est qu'il y a une cicatrice gliale qui n'est pas du tout aussi importante chez le poisson zèbre. Donc ce processus de cicatrisation, il est important chez nous, mais effectivement, en cas de lésion, il devient un problème puisque la cicatrice gliale vraiment empêche la poussée des axones qui va permettre de reconnecter les neurones entre eux. Donc ça, c'est étudié dans plusieurs centres à travers le monde. Et c'est vrai qu'un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas encore très bien comment réactiver les mêmes processus qu'on peut décrire chez le poisson zèbre et éviter d'avoir ce problème de cicatrisation gliale qui bloque la poussée axonale chez les mammifères. C'est encore assez mal compris, en fait. Et je pense qu'une des conclusions, de mon point de vue, qui est vraiment intéressante du travail de Courtine, Edgerton, en fait, et Rossignol et Ackermann, parce qu'ils étaient nombreux avant Courtine, c'est vraiment qu'en fait, les réseaux sont intacts. Donc, quand j'ai démarré mon équipe, il y a des chercheurs et médecins de Garches qui sont venus me voir. Et ils me racontaient comment est-ce qu'ils pouvaient faire de la stimulation mécanique pour déclencher des fonctions de base comme l'éjaculation chez des patients qui voulaient encore avoir des enfants, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est assez finalement évident, mais les gens n'ont pas du tout pensé à ça pendant longtemps. Les circuits en dessous de la lésion sont en fait intacts. Et du coup, on peut essayer de les réutiliser. Et là-dessus, c'est vrai que je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer de réfléchir à comment
comprendre l'organisation de ces circuits pour pouvoir les restimuler d'une manière où on ne déclenche pas de la douleur, mais on déclenche vraiment de la locomotion, contrôle de la posture ou d'autres fonctions en fait, qui sont assurées par les circuits médulaires. Merci. Bon, bonsoir. Je voulais savoir si on fait des recherches pour essayer de, si je puis dire, chanter un peu le système, la moelle épinière, c'est-à-dire directement du cerveau, plus ou moins, et aller directement pour aller stimuler les muscles et tout ça. Est-ce que, je sais pas, avec des prothèses ou je ne sais quoi, est-ce qu'on Ouais, peut donc pas faire ça? en Suisse, il y a pas mal d'efforts pour aller dans cette direction du brain-machine interface, effectivement pour essayer d'appliquer des stimulations en fonction d'informations qu'on peut détecter ou d'activités juste même dans le visage en fait pour déclencher de la stimulation. C'est encore assez, c'est un peu les débuts de ce domaine en fait. C'est pas encore vraiment bien développé, mais c'est vrai qu'il y a des avancées intéressantes en fait aux États-Unis et en Suisse principalement à ce stade. Et un des projets de Courtine dans son laboratoire, le PFL, c'est vraiment d'aller dans cette direction de stimuler en fait de manière intelligente et idéalement volontaire pour réussir à réobtenir le mouvement. En fait. Merci. Oui, ma question porte sur le locking syndrome. Ouais. Je voulais savoir, il me semble avoir lu qu'en fait, il n'y avait pas nécessairement de liaison cérébrale ou de liaison dans le tronc cérébral. Comment explique-t-on alors la paralysie qui suit un locking syndrome? Alors ça, c'est vraiment une colle parce que je ne travaille pas du tout là-dessus. Je peux vraiment pas vous dire. Pour le coup, c'est une pathologie qui me fascine, mais non, je ne sais pas du tout à quoi elle est due. Je suis désolée. Moi aussi. Par rapport à l'une des deux maladies, la scoliose ou la kyphose, vous aviez dit que pour l'une d'entre elles, elle apparaissait plus souvent chez les femmes que les hommes. Est-ce qu'on a pu déterminer si c'est par rapport aux femmes, si ça peut être dû aux hormones? Il y a clairement un lien avec les œstrogènes, mais c'est pas encore compris quel est exactement le lien. Mais ces déformations de la colonne sont très biaisées en fonction du sexe. Donc la kyphose, l'hyperkyphose, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup plus les hommes que les femmes, le fait de se courber avec l'âge. Et les femmes, effectivement, au stade vraiment juvénile, donc typiquement la pique de croissance, où il y a effectivement une croissance très importante, vont avoir... il y a 8 fois plus de femmes que d'hommes qui vont développer des torsions de la colonne vertébrale. Et c'est vrai que ce n'est pas encore du tout compris. Donc on a trouvé des voies moléculaires, je ne vais pas vous rentrer dans les détails ici, mais ce n'est pas encore clair si ces voies-là, elles sont conservées. Mais ce qui est intéressant, c'est que le modèle du poisson zèbre, il est vraiment bien parce qu'on a découvert des moyens, avec des mutants, de faire des torsions de la colonne, alors que chez la souris, c'était assez difficile. Les gens qui avaient développé les études chez les rongeurs, ils étaient obligés des fois de couper les membres pour les premières études sur la scoliose. Donc c'était assez, parce que l'animal étant sur 4 pattes, il a moins de tension sur la colonne vertébrale et il développe très difficilement des scolioses. Il y a un article qui est sorti l'année dernière qui montre que si on affecte la proprioception, ces informations sensorielles périphériques dont je vous ai parlé, on peut déclencher des scolioses chez la souris, mais il y a très peu d'indications. Donc on est vraiment au début en fait de cette cette personne ne regardait vraiment tant que ça les mécanismes moléculaires de la scoliose. C'est un peu étonnant parce que ça touche beaucoup de gens en fait. Les gens avaient tendance à dire tiens-toi droite. Quand ils avaient une patiente ou une fille scoliotique, en fait, c'est pas du tout la faute du patient. Ils pensent qu'ils sont complètement droits. Et c'est vraiment, il y a clairement des mécanismes moléculaires qui sont impliqués, qui impliquent les hormones, en particulier les oestrogènes. Et maintenant, la grande question, c'est est-ce que ces mécanismes vont être conservés? C'est clair qu'il y a un grand rôle sensoriel. En fait, dans les études chez la souris et chez le poisson zèbre, on voit que les informations sensorielles qui permettent de contrôler la posture sont critiques en fait pour donner la forme. Mais on n'en sait pas encore plus pour l'homme. Oui, juste une autre petite question. Est-ce qu'on a pu trouver si l'une des deux maladies ou les deux peut être génétique ou alors
Donc la génétique de la scoliose, il y a un travail très intéressant du groupe de Patrick Ederi qui est à Lyon, qui a découvert qu'un gène qui était muté chez l'homme, qui est le gène POC5, qui est responsable qui est important pour les centrosomes et la fonction des cils, qui du coup va avoir un impact sur le flux du liquide cérébrospinal, que ce gène en fait était muté dans des cas de scoliose. Il y a des indications aussi d'autres gènes comme ROBO3 qui est étudié par Alain Chédotal et Marie Vidaillet, sans qu'on comprenne encore pourquoi ce gène ROBO3 il permet de faire des axones commissuraux. On ne sait pas très bien pourquoi est-ce que ce gène-là est impliqué dans la scoliose. Et à ce stade, si on regarde vraiment la diversité des études qui ne sont pas très nombreuses, c'est vraiment pas clair. Donc ça a l'air d'être aussi complexe que l'autisme au niveau de la génétique. C'est pas du tout une maladie très simple. Elle peut avoir sûrement des causes multiples. Et je pense que ça vient du fait, comme ce qu'on a un petit peu commencé à décrire, que en fait, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante qui est neuronale, puisqu'il y a des défauts dans le fonction des fonctions neuronales qui vont qui vont avoir comme conséquence des défauts de forme de la colonne. Mais il y a clairement aussi des mutations qui vont pouvoir affecter les ostéoblastes et les os eux-mêmes, et possiblement le muscle, en fait. Donc, du coup, elle peut venir d'origines très différentes, cette maladie. D'accord. Merci. Merci. Merci pour votre présentation. Merci. Je reviens sur l'histoire du LCR, Oui. enfin le liquide céphalorachidien. Ouais. Lorsqu'il y a un stimulus, est-ce que c'est la quantité qui augmente ou plutôt la vitesse? Lorsqu'il y a un stimulus, est-ce que c'est la quantité qui augmente ou la vitesse? Donc en fait, ce que je vous ai juste montré à une petite vidéo qu'on a quantifiée par ailleurs, c'est qu'en fait, quand l'animal va tordre, donc faire une courbure juste même de l'axe, ça va conduire à un changement en fait du flux à l'intérieur du liquide céphalorachidien. Et ce que j'ai pas montré, mais ce que Olivier Touvenin et Ludovic Kaiser et François Galère, qui sont des collaborateurs de l'EPFL, ont fait avec nous. On a un modèle qui est conforté par nos données que, en fait, quand on a une contraction musculaire et une courbure, ça augmente la vitesse des particules et ça conduit à une augmentation du transport, en fait. Donc, on s'est intéressé à quel était l'impact de ce flux sur le transport. Et on voit qu'il y a plein de petites particules endogènes qui sont des particules extracellulaires lipidiques qui sont présentes dans le liquide céphalorachidien. Et que quand on contracte les muscles, on va transformer, pas uniquement accélérer la vitesse des particules, mais aussi le transport de ces vésicules, en fait, qui sinon mettraient des mois à aller d'un bout à l'autre de l'animal, en fait. Donc c'est vraiment, on pense à une façon d'accélérer le transport, en fait. Et du coup, de communiquer à distance entre différentes régions du système nerveux, c'est un phénomène qui n'est pas du tout encore exploré, qui est vraiment intéressant. Ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous tous, parce que vous avez posé des super questions. Et merci d'être venus, malgré les grèves. Merci, Claire.